Alors, je vais vous présenter donc Isabelle Meurville et Fanny Lamy. Isabelle Meurville est traductrice indépendante depuis 2001. Elle traduit de l'anglais vers le français inclusif dans les domaines des droits humains et des énergies renouvelables. Son expertise en français inclusif l'a amenée à créer une formation, à former, informer et donner des conférences sur ce sujet, plutôt à destination des métiers de l'écrit d'ailleurs. Elle conseille une clientèle d'organisations de plus en plus variée en matière de stratégie linguistique. Quant à Fanny Lamy, elle est traductrice de l'allemand et de l'anglais vers le français, principalement dans les domaines artistiques et économiques. Elle est aussi chargée de cours de traduction à Aix-Marseille Université et a commencé en 2021 un projet de recherche en traductologie à l'ESIT consacré au langage inclusif. Voilà, je leur donne la parole donc. Alors gérer la technique. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas du tout dans quelle direction regarder, parce qu'il y a des caméras, des personnes en présence et un ordinateur. Donc j'espère que j'arriverai à m'adresser à tout le monde. Comme Anne l'a dit, j'ai entamé un projet de recherche en traductologie l'année dernière, et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis traductrice depuis un peu plus de 10 ans et spécialiste de la rédaction inclusive. Donc, ça fait quelques années que je m'intéresse à ce sujet-là, que je tente d'employer la rédaction inclusive dans le cadre de mon travail. Et en fait, au fil du temps, c'est un sujet qui a soulevé pas mal de questions dans ma pratique. Et donc, c'est ça qui m'a poussée à entreprendre de la recherche, ici, donc de revenir à l'ESIT quelques années plus tard, et d'étudier un petit peu le phénomène du langage inclusif en traduction pragmatique. Alors, pour commencer, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ah oui, je parle pas assez près, je voudrais faire une petite mise au point sur qu'est-ce que c'est que le langage inclusif, de quoi je parle quand je vous parle de langage inclusif, ou de rédaction inclusive, je vais pouvoir dire les deux. Je vais proposer une définition qui a été donnée par la linguiste Maria Candea, qui nous dit que c'est tout un tas de techniques plus ou moins stabilisées qui sont utilisées pour construire un langage non discriminant par rapport aux personnes de genre féminin ou plus largement par rapport aux personnes non binaires. Donc cette définition, elle s'appuie sur la volonté de débusquer les clichés sexistes dans la langue, mais aussi sur le postulat que l'emploi du masculin dit générique, c'est-à-dire pour désigner toutes les personnes dans un masculin au pluriel, quel que soit leur sexe ou leur genre, et que donc ce masculin-là n'est pas neutre. Donc ça, c'était juste une petite mise au point pour qu'on sache un peu de quoi on va parler. Donc ce projet de recherche, il est né de plein de questions que j'avais dans la pratique. Je me suis intéressée, en fait ça a principalement consisté à réaliser une enquête auprès de mes collègues traductrices et traducteurs vers le français. Je me suis intéressée uniquement au français inclusif et des collègues qui font de la traduction pragmatique. Donc j'ai exclu tout le champ de la traduction littéraire. Et donc là je vais vous parler plus en détail de l'enquête en fait et des résultats que j'ai obtenus. Toutes les questions que je me posais dans le cadre de ma pratique, il a fallu que je les formalise pour les besoins de la recherche. Et donc, elles se sont formalisées en deux axes. Le premier, c'est un axe qui est plutôt d'ordre quantitatif, parce que je me suis demandé quelle est la proportion de traducteurs et de traductrices qui ont recours au langage inclusif dans leur travail, et le cas échéant, quels outils et quelles stratégies ces personnes utilisent. Et puis, le deuxième volet, c'était un axe d'ordre plutôt qualitatif, puisqu'il s'agissait de savoir quels sont les facteurs qui entrent en jeu dans le choix des stratégies de traduction du genre. Et que ce soit des facteurs d'ordre personnel, sociologique, idéologique ou pratique. Donc la question, pourquoi on choisit d'avoir recours au langage inclusif dans son travail de traduction ou de ne pas y avoir recours, et qu'est-ce qui nous influence dans ce choix? Donc, pour avoir des réponses à toutes ces questions, j'ai concocté un petit sondage. Donc, il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont répondu. Je les remercie. J'ai ciblé, comme je l'ai dit, les personnes qui traduisaient vers le français dans les domaines pragmatiques
Et comme ça m'intéressait d'avoir un aperçu des pratiques dans plusieurs pays francophones, j'ai tenté de diffuser mon enquête non seulement aux personnes qui résidaient en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, au Canada. Et pour ça, j'ai contacté les principales associations professionnelles dans les pays concernés. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Alors attendez, je sais. Ouais. Ça a plutôt bien fonctionné pour le. Pardon, j'ai oublié de faire avancer ma présentation. Ouais, ça a plutôt bien fonctionné pour la France, le Canada et dans une moindre mesure la Belgique parce qu'il y avait moins de personnes simplement potentielles, on va dire. Pour la Suisse, ça a été un peu un flop parce que je pense qu'aucune association n'a relayé mon questionnaire, donc j'ai eu très peu de réponses. Et donc j'ai considéré que les réponses qui provenaient de Suisse n'étaient pas vraiment représentatives. J'ai eu que 6 réponses de Suisse. Donc bon, je remercie les personnes qui résident en Suisse de m'avoir répondu, mais malheureusement, 6, ça me paraissait assez peu pour en tirer des conclusions un peu générales, un peu statistiques. Voilà. Donc le sondage, bon, je ne vais pas vous le montrer en détail parce qu'il est assez long. Il y avait une 30aine de questions. On va y arriver. Mais je vais vous les résumer. Enfin, dans les grandes lignes, en fait, mes questions, elles portaient d'abord sur le profil sociologique des personnes répondantes, donc l'âge, le genre, le pays de résidence, et ce que j'ai appelé par la suite dans ma rédaction les convictions politiques, c'est-à-dire le fait que les personnes se déclarent féministes ou non. Et puis, je me suis aussi intéressée au profil professionnel, donc les langues de travail, les domaines de spécialité notamment. Aussi le niveau d'expérience, l'antériorité dans le métier de traducteur ou traductrice. Les questions, elles portaient aussi sur la fréquence d'emploi du langage inclusif dans le travail et puis les motivations à recourir ou non au langage inclusif, sur les outils et les stratégies langage inclusif qui étaient privilégiés. Et il y avait aussi tout un panel de questions sur l'opinion, la perception, le positionnement éthique vis-à-vis des questions du genre et du langage inclusif. Voilà. Et donc là, je vais vous présenter un peu, vraiment les résultats de l'enquête. Au total, j'ai reçu 365 réponses. Ok. Alors, donc, il n'y avait que 347 réponses qui étaient véritablement qualifiées pour entrer dans le cadre de la recherche parce qu'il y a des personnes qui ne traduisaient ni vers le français ni dans le domaine pragmatique. Donc, j'ai dû les exclure tout simplement pour une question de méthodologie de recherche. Donc Rouba a l'air de dire que 347 c'est beaucoup. Donc c'est vrai que moi je suis très contente. Je pensais, honnêtement, j'espérais en avoir au moins 300. Je savais que c'était, mais dans l'absolu ça peut sembler peu, 347. Mais pour un travail de master qui a duré que quelques mois, en fait, c'était vraiment pas mal. Et j'ai eu beaucoup de contributions qui étaient extrêmement variées. Donc il y a eu plein de choses très intéressantes à exploiter dans ces réponses. Donc je vais vous présenter un peu le profil des personnes qui ont répondu. D'abord le profil sociologique. Une grosse majorité des répondants et des répondantes résidaient en France ou au Canada. Donc 84,4%, avec dans le détail 52% de personnes qui habitent en France et 32,4% pour le Canada. Donc merci aux associations professionnelles qui ont relayé mon sondage. Je pense que ça a quand même eu une incidence importante à ce niveau-là. En termes de répartition entre les genres, pas de grosse surprise. 78,6% des répondants et répondantes sont des répondantes, donc s'identifient au genre féminin. Ce qui correspond aux statistiques de la profession qui ont été relevées dans la dernière enquête de la SFT, donc pas celle qui vient d'être faite, dont les résultats ne sont pas encore publiés, mais celle de, je crois, 2015, je me suis référée à celle-là. Et puis, 3,2% de personnes non binaires, ça représentait 11 personnes dans le panel. Bon, là, pas une grosse surprise non plus, 80% des personnes avaient entre 31 et 60 ans, avec une répartition quand même assez homogène dans les tranches d'âge entre 31 et 60 ans. Et puis, un chiffre qui m'a un peu surprise, 68,2% des personnes se déclarent féministes. Donc c'est une proportion qui était supérieure aux statistiques de la population globale. On verra peut-être après pourquoi. Petite
petite parenthèse, j'ai volontairement pas donné de définition de ce qu'est le féminisme dans mon questionnaire, parce qu'en fait, je préfère parler de féminisme avec un S. Et j'avais aussi envie de voir, c'était un test, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Et c'était intéressant. Donc voilà, ces 4 volets là du profil sociologique, le pays, le genre, l'âge et les convictions politiques, ça m'a en fait un peu servi de filtre que j'ai pu appliquer aux autres questions. Donc j'ai croisé en fait les réponses en fonction de ces 4 critères avec les réponses aux autres questions. Au niveau du profil professionnel, l'anglais est de très loin la langue source majoritaire, parce que 91,6% des personnes qui ont répondu ont l'anglais comme langue source. Et un peu plus de la moitié traduisent aussi depuis au moins une autre langue que l'anglais. Donc ça, voilà, c'est une donnée que je pense qui est intéressante quand on réfléchit à la pertinence ou non du langage inclusif en traduction vers le français. Le fait que l'anglais soit la langue source majoritaire, c'est pas anodin. Et dans les domaines de spécialisation, on a la communication qui arrive largement en tête, qui est citée par plus de la moitié des répondants et des répondantes. Et puis ensuite, on a, c'est des grands domaines, l'économie et la gestion, juridique et politique, les industries et techniques, et les ressources humaines, qui regroupent pour chaque catégorie environ un tiers des répondants et des répondantes. Les autres domaines du type sciences humaines, arts, etc., étaient quand même beaucoup moins représentés. Peut-être c'est pas très étonnant étant donné qu'on parle de traduction pragmatique, mais il y a aussi la traduction pragmatique dans ces domaines. Concernant le langage inclusif, on y vient. Le premier chiffre qui est quand même intéressant, alors donc le langage inclusif de manière générale, là je ne parle pas dans la traduction, mais j'ai demandé, il y avait une des questions qui consistait à me dire si on était favorable ou non au langage inclusif, et il s'avère que 67,5% des personnes qui ont répondu se déclarent favorables au langage inclusif. Donc c'est un chiffre auquel je ne m'attendais pas vraiment. Et une autre donnée que je voulais porter à votre attention, c'était les proportions de personnes qui utilisent le langage intrusif dans leur travail de traduction. Et là aussi j'ai été surprise. En fait, si on regroupe les catégories toujours et souvent, on a 46,6% des répondants et des répondantes qui déclarent avoir recours au langage inclusif dans leur travail. Donc 7,6% qui déclarent y avoir toujours recours et 39% qui déclarent y avoir recours souvent. Et on a 10,5% de personnes qui indiquent n'y avoir jamais recours. Et moi j'anticipais une pratique un peu plus marginale. Donc là-dessus, pour l'instant, c'est pas possible de déterminer s'il y a eu une raison pour laquelle il y a tant d'engouement. Ce qu'on peut supposer, c'est quand même que l'intitulé du sondage a fait une sorte d'appel d'air et a incité les personnes qui sont plutôt favorables au langage inclusif à répondre à l'enquête. Mais je vous rassure, il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas favorables au langage inclusif qui ont répondu. Donc j'ai des résultats qui sont quand même représentatifs à mon sens. Alors, les domaines dans lesquels disons les plus propices, les plus ou moins propices à l'emploi du langage inclusif, dans ceux qui sont, les domaines dans lesquels on utilise beaucoup le langage inclusif, on trouve, sans grosse surprise, la communication, donc communication d'entreprise, marketing, publicité, les ressources humaines, les organisations internationales. C'est un domaine, on va dire, en tout cas un secteur qui est beaucoup revenu dans les réponses. Tout ce qui est pédagogie et enseignement, et puis sociologie, psychologie. Donc on peut voir que c'est des domaines en fait, dans lesquels l'humain constitue un enjeu important, sous différents angles, mais il y a quand même ce point commun, à mon avis. Et puis les domaines qui délaissent un peu plus cette pratique-là, du langage inclusif, ça va être plutôt tout ce qui est commerce, finance, immobilier, droit, justice, les normes et brevets et les industries et techniques. Et là, je me suis demandé pourquoi. Je pense qu'il y a d'une part des domaines où on parle peu de l'humain. En fait, dans les industries et techniques, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit moi, dans mes textes, on ne parle pas des personnes. Donc en fait,
il n'y a pas de langage inclusif. Ou alors, c'est des domaines où on parle des personnes, parce que par exemple, en droit, on parle quand même beaucoup des personnes, mais qui emploient traditionnellement une langue qui est assez codifiée, qui est assez peu flexible. Et voilà, donc en droit, la justice, et puis peut-être aussi, bon, les brevets, cela dit, c'est aussi très, très technique, donc peut-être pas très axé sur la personne, mais voilà, globalement, pour les domaines. Les outils et les stratégies de langage inclusif. Alors, je n'ai pas prévu de faire un petit topo sur les différentes techniques. Peut-être qu'Isabelle en parlera un peu tout à l'heure, je ne sais pas. Si jamais vous avez des questions, on pourra en parler plus tard. Enfin, voilà, si vous avez besoin de poser des questions, vous pourrez également lire mon mémoire si vous avez envie, qui sera disponible un jour. Donc, je vais pas détailler, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que les outils qui sont les plus fréquemment utilisés vont être les termes épicènes, une stratégie de féminisation des métiers, les hyperonymes, donc, qui permettent d'éviter d'avoir recours aux termes qu'on va avoir du mal à genrer autrement, les noms de fonction, des métaphores, des groupes qui désignent des personnes ou des formes impersonnelles. Et à l'inverse, parmi les outils les moins souvent employés, on va trouver donc les doublés abrégés, qui sont connus à cause ou grâce au fameux point médian, le féminin générique, les néologismes, et puis toutes les marques de genre neutre ou non-binaire ou trans qui sont un peu plus créatives. Donc on voit clairement que les outils qui sont privilégiés sont ceux qui permettent de conserver des graphies, des morphologies et une syntaxe traditionnelle. J'ai quand même remarqué une petite particularité pour les doublés abrégés, qui, à mon avis, constitue un cas particulier, parce que, bon, ils rentrent dans la catégorie des outils qui sont les moins employés, mais ils sont nettement plus employés que tous les autres qui sont moins employés. Donc, je me demande si c'est pas simple, enfin, si cette différence-là, ça marque pas en fait un début peut-être de normalisation, ou en tout cas d'essor, ouais, de cette pratique-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra vérifier seulement dans le temps, en refaisant des enquêtes de ce type-là. Voilà, affaire à suivre. Que va-t-il advenir du point médian ? Quant aux facteurs qui déterminent le fait de recourir ou non au langage inclusif, évidemment, les consignes des commanditaires sont un facteur prépondérant. Ça tombe sous le sens, puisque en traduction, on doit respecter le cahier des charges de nos donneurs d'ordre. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir quels autres paramètres jouent un rôle dans le choix de recourir ou non au langage inclusif, puisque s'il n'y avait que les consignes des commanditaires qui entraient en jeu, on n'aurait pas de différence d'emploi d'un ou d'une professionnelle à l'autre. Donc, parmi les principaux facteurs qui ont été cités par les répondants et les répondantes, il y a le traitement du genre dans le texte source, c'est-à-dire est-ce que le texte source lui-même est inclusif ou non, inclusif ou épicène. Il y a le public cible, et puis il y a les règles et les contraintes linguistiques et rédactionnelles. Donc ça, c'est une catégorie dans laquelle j'ai regroupé plusieurs réponses, mais c'est assez parlant. Donc ça, c'était les réponses qui ont été données par les personnes qui ont répondu à l'enquête. Moi, j'ai aussi utilisé mes petits outils de comparaison pour identifier d'autres variables qui ont une influence sur le choix. Et j'ai remarqué que, par exemple, pardon, il y a un petit problème. L'opinion relative au langage inclusif a une incidence sur le fait de choisir de l'utiliser ou non. Donc, sans grande surprise, en fait, plus l'opinion est favorable, plus la part de traducteurs et traductrices qui ont recours au langage inclusif est élevée, et inversement. Il y a aussi le profil sociologique. Par exemple, le genre. Les personnes de genre masculin ont tendance à moins recourir au langage inclusif dans leur travail que l'ensemble de la population qui a répondu au questionnaire. Puis il y a aussi le contexte culturel dans le profil sociologique. Les personnes qui résident au Canada sont plus nombreuses à avoir recours au langage inclusif toujours ou souvent que les personnes qui résident en Europe. J'ai aussi constaté que la façon dont on perçoit la valeur du genre dans les énoncés, elle varie. Premier exemple,
Si on revient au sujet du masculin générique, donc si je vous dis les traducteurs dans cette salle sont tous diplômés, j'utilise un masculin générique puisque dans cette salle, il n'y a pas que des hommes. Eh bien, pour le masculin générique, il y a un chiffre là, une statistique qui m'a vraiment frappée. 80% des personnes de genre masculin considèrent que ce masculin générique a une valeur neutre, alors que 48,7% des femmes, donc des personnes de genre féminin, considèrent que le masculin générique a une valeur neutre. Ça, c'est peut-être le plus gros écart que j'ai pu constater dans les statistiques. J'ai aussi constaté que la perception de l'idéologie des textes, alors quand je dis l'idéologie, c'est justement est-ce qu'on a des textes qui sont plutôt dans une intention d'inclusivité ou pas. La perception de l'idéologie du texte source anglais et la façon dont on le transpose en français, ça varie aussi d'une personne à l'autre. Donc on sait que l'anglais, c'est une langue qui porte assez peu de marques de genre pour désigner les personnes. Si je vous dis Many translators are gathered today, il n'y a aucune marque morphologique qui indique le genre de translators. Mais là, il y avait deux types de réactions. La première, c'était moi je traduis depuis l'anglais qui est neutre, donc la question du langage inclusif en français, elle n'est pas pertinente, elle ne se pose pas. Et puis, il y avait les gens qui m'ont dit moi je traduis depuis l'anglais qui est neutre, donc en fait c'est essentiel d'avoir une approche inclusive ou épicène, sinon je vais genrer un énoncé qui n'était pas dans le texte source. Donc vous en tirez les conclusions que vous voulez. Moi je trouve que c'est des constats qui sont très intéressants parce qu'ils montrent qu'il y a une forte dimension subjective dans la perception du genre dans les énoncés sources et cibles. Donc le genre n'est pas uniquement une question de grammaire. Tout ça, ça m'a permis de faire ressortir 3 dimensions principales dans l'emploi du langage inclusif, donc 3 moteurs principaux. D'abord, il y a une dimension pratique. On emploie le langage inclusif parce que les commanditaires nous le demandent. Il y a aussi une dimension normative. Les règles, on emploie le langage inclusif parce que c'est devenu ou c'est en train de devenir une norme linguistique et sociale dans certains contextes. Et puis, il y a aussi une dimension militante ou idéologique. On emploie le langage inclusif parce que c'est une façon de manifester son propre positionnement politique. Donc ces 3 dimensions qui peuvent exister séparément ou cohabiter selon la personne à qui on a affaire. Donc, sans grande surprise, j'ai reçu quand même beaucoup de réactions et de commentaires passionnés à mon questionnaire, donc dans un sens ou dans l'autre. Et ça a confirmé, s'il fallait le confirmer, le caractère un peu polémique du sujet. Il y a une dimension émotionnelle qui est assez forte, probablement parce que c'est un sujet qui résonne avec des enjeux sociologiques, politiques et philosophiques qui dépassent le simple cadre du problème de traduction. Mais en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que même dans ces réactions-là, la question elle est loin de se résumer à un débat pour ou contre, ou quelle est la part de normes ou de militantisme. En fait, les contributions que j'ai reçues, elles dépeignent un panorama qui est beaucoup plus varié, qui est beaucoup plus nuancé, et qui permet d'affirmer qu'il n'y a pas une pratique du langage inclusif, mais qu'il y en a plein. Et que le langage inclusif, c'est quelque chose qui fluctue d'une ère culturelle à l'autre, d'une traductrice à l'autre, et puis d'une entreprise à l'autre aussi. Et du coup, prendre conscience de ça, et du fait que ce sujet ne se résume pas simplement à savoir si on est pour ou contre, ça permet peut-être de sortir de la dimension polémique, et puis d'observer le sujet avec un petit peu plus de distance, comme un problème de traduction à part entière, qui demande d'une part d'avoir des compétences spécifiques, et puis qui nous oblige d'autre part à inspecter nos propres biais et notre propre subjectivité quand on traduit. Et donc partant de là, pour moi c'est un angle, le langage inclusif c'est un angle qui est intéressant pour suggérer une éthique de la traduction qui soit plus nécessairement ou plus uniquement du côté de la fidélité ou de la neutralité, parce qu'on se rend compte que c'est des notions qui sont quand même assez vagues quand on essaie de les définir, mais une éthique qui soit plutôt du côté de la prise de conscience de notre propre positionnement en tant que sujet qui traduit, qui nous permettrait aussi de mieux appréhender le positionnement de l'autre. Voilà, donc je vous laisserai là-dessus, avec une citation de Suzanne de Lotbinière Harwood, qui est une traductrice et traductologue canadienne,
qui nous disait en 1991 « Traduire n'est jamais neutre. C'est l'acte d'une subjectivité à l'œuvre dans un contexte sociopolitique précis. Le je qui traduit inscrit son savoir, ses choix, ses intentions, ses convictions dans le texte qui serait écrit. » Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, évidemment, je serai ravie d'y répondre. En interprétariat ou en sous-titrage, le langage inclusif et notamment les néologismes et le point médian et équivalent. Donc le langage inclusif a-t-il vocation à se développer dans un souci de synthèse du discours qui tiendrait tout de même compte des questions de genre et du féminisme ? Je me sens absolument pas compétente pour répondre à des questions qui touchent à l'interprétation. Je sais que c'est un sujet qui... c'est une question qui se pose, mais je ne peux absolument pas y répondre. Il y a peut-être des personnes qui sont interprètes ici et qui aimeraient apporter une contribution. Alors, ce que je note, c'est que on parle de langage inclusif et la première question, elle nous parle de point médian. Bon, peut-être Isabelle en dira un peu plus, mais c'est pas simplement le point médian rédigé de manière inclusive, mais c'est vrai que c'est quand même un outil qui s'y rentre dans les usages, qui permet de condenser et qui, donc pour le sous-titrage notamment, ça peut être très intéressant, j'imagine. Je fais peu de sous-titrage, enfin même pas. Donc, mais oui, c'est une bonne question. À voir. Oui. Si je peux ajouter quelque chose, je ne suis pas sous-titreuse, mais je connais un petit peu le sujet. À partir du moment où vous avez 33 pieds et pas plus pour faire un sous-titre, l'écriture inclusive va ajouter des pieds. Et ça, c'est au détriment de certains mots. Je pose la question aux professionnels, mais c'est la question qui me vient comme ça à l'idée. Alors, je pense que c'est un... Peut-être que... Je pense que tu seras d'accord avec moi. Je pense que c'est un lieu commun de penser que le langage inclusif rallonge et rajoute des mots. En fait, la rédaction inclusive... alors, si on pense effectivement que la rédaction inclusive, ça se limite à rajouter du féminin là où on avait déjà du masculin générique, c'est vrai que ça rallonge. Simplement, en fait, au-delà de ça, et c'est peut-être un peu ça le propos de l'intervention d'aujourd'hui, conjointe, c'est de souligner le fait que c'est toute une manière de rédiger qui change. Donc, faire court et inclusif, c'est tout à fait possible. Oui, mais dans le sous-titrage, ça n'entre même pas en ligne de compte. Vous avez 45 caractères et pas un de plus. C'est-à-dire que si vous mettez un point médian et is à côté de heure, eh bien, vous devez supprimer un autre mot. Oui, voilà. Mais du coup, il y a peut-être... C'est mathématique. Oui, mais il y a peut-être des solutions qui consistent à ne pas à écrire de manière inclusive sans rajouter un point et un is. D'accord, ok, voilà. d'accord. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Donc, de faire concis, en tenant compte de ce paramètre-là, c'est possible aussi. Bon, je n'ai jamais traduit de sous-titres, hein, donc à mon avis, c'est effectivement c'est un challenge. C'est avant tout un challenge rédactionnel, on est d'accord. Merci pour l'exposé. Une toute petite question, est-ce que vous avez connaissance d'autres enquêtes qui ont été faites sur le même sujet? Et si oui, est-ce que vos résultats sont en accord avec ces enquêtes? Des enquêtes sur le langage inclusif en traduction, non. Peut-être que je suis la seule pour l'instant. Et je compte continuer. Voilà. Non, en tout cas, en français, dans les recherches que j'ai menées cette année, non, ce type d'enquête, j'ai rien vu de tel. Il y a beaucoup de choses, hein, mais pas tout à fait ça. Merci beaucoup Fanny pour cet exposé. Très clair, très intéressant. J'ai noté la proportion des personnes qui ont répondu. Donc, tu as dit qu'une majorité habitait au Canada et en France. Oui. Est-ce que tu as le détail? Je serais très curieuse de savoir. Sur le Canada et la France en particulier? Comment ça se répartit? Alors, de mémoire, je l'avais noté, si je reviens. On a 52% des personnes qui ont répondu qui vivent en France et 32,4% qui vivent au Canada. Ensuite, venait la Belgique. Alors, j'ai pas de tête les chiffres, mais c'est de l'ordre de peut-être 12%. Et puis après, il y avait d'autres pays européens, mais c'était vraiment, voilà, quelques personnes. Donc, principalement, j'ai quand même tenu compte des réponses de Belgique parce qu'elles étaient assez nombreuses, mais bon, voilà, beaucoup de réponses de France et du Canada. Bon, évidemment, c'est lié au fait que ça a été diffusé par les associations et par mon réseau. Donc, j'ai un réseau qui est plutôt quand même français, même si j'ai quelques contacts au Canada, mais j'en ai beaucoup moins. J'aurais aimé avoir quand même des réponses de partout, un peu plus, mais ce sera peut-être voilà, pour une autre recherche, on verra.
vous devez savoir une chose pour la Belgique, c'est que tous les traducteurs belges traduisent pour la France. C'est peut-être pour ça. Vous voyez, donc en fait, il faut les compter parmi les Français dans les statistiques. Alors, nous n'avons pas de maison d'édition de traduction en Belgique, francophone. Oui. Alors c'est vrai que la question, en fait, c'était une question. Enfin, la question du. J'ai aussi posé une question sur les marchés pour lesquels on traduit, les marchés linguistiques pour lesquels on traduit. Là, j'ai tenu compte du pays de résidence parce qu'il me semblait que c'était un facteur culturel. Donc, ce qui est un petit peu différent de pour quel marché traduisez-vous ? Parce que le facteur culturel, pour voir si le facteur culturel a une incidence justement sur le positionnement. Voilà. Mais effectivement, c'est intéressant de savoir que en Belgique, il n'y a pas de demande propre. Alors, on nous demande en ligne si cette étude, ton mémoire, est-ce que ce sera publié en version intégrale ou résumé quelque part ? Alors, il est prévu que je fasse une synthèse qui va être diffusée, si je ne me trompe pas, par la SFT. C'est ce qui a été plus ou moins convenu. Et puis le mémoire en lui-même, un mémoire, a priori, c'est rendu public, mais je ne peux pas dire quand ou comment. Il faut que je me renseigne sur le sujet. Mais voilà, il y aura en tout cas une synthèse. Le mémoire, en fait, il y a toute une partie très traductologique qui est beaucoup plus théorique, donc qui est très intéressante aussi, mais si on veut avoir les résultats en détail, les chiffres en détail, ce sera dans la synthèse qui sera diffusée par la SFT, par le biais de la SFT, et puis on peut aussi me contacter. Voilà, moi je transmettrai volontiers. Alors, bonjour, je suis d'origine slovaque, donc je traduis depuis l'anglais, le français vers le slovaque, ma langue maternelle. Je suis également membre de la SFT depuis cette année. Merci de m'avoir accueilli, de m'avoir proposé à assister à cette conférence, c'est très intéressant. Par rapport au langage inclusif, donc la première fois j'ai entendu parler que quelque chose comme ça existe pendant mes études de traduction à Paris Diderot il y a 4 ou 5 ans. Et dans ma pratique, dans ma vie professionnelle, j'ai eu un défi parce que j'avais comme mission de traduire une site de rencontre assez connue ici en France, dont le nom je ne peux pas vous partager pour des raisons de confidentialité, vers le slovaque. Et j'ai fait déjà une grosse partie du projet. Après, la project manager elle m'a contactée, elle m'a dit tu sais, là, il nous faudrait utiliser le langage inclusif. Alors, c'était un gros défi pour moi parce que je me suis dit, comment je vais faire ? En slovaque, on a le masculin, on a le féminin, on a le neutre, donc un peu comme en allemand. Et on s'adresse soit aux femmes, soit aux hommes pour trouver quelqu'un, n'est-ce pas ? On peut être hétérosexuel, homosexuel, mais voilà. Donc là, il y a ces nouveaux genres qui se créent. Donc, c'était un défi, mais quand je me suis un peu renseignée, il y a même les documents officiels de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous avez un peu regardé. Sur le site officiel de l'Union européenne, il y a des documents. Il y a des recommandations. Voilà, pour les différentes langues de l'Union européenne. Et donc, c'est ce que j'ai retenu pour le slovaque. C'est une langue qui est différente par rapport au français ou d'autres langues. Qui peuvent être représentées ici, mais on peut utiliser par exemple le pluriel ou changer complètement la structure de la langue, utiliser le verbe au lieu du nom pour éviter à s'adresser à quelqu'un. Voilà, certaines recommandations que j'ai retenues. Après, c'est un gros défi parfois. Et pour moi, vous avez évoqué féminisme, etc. Donc pour la plupart, nous sommes des femmes ici. Moi, je trouve dans ma pratique, après que je travaille aussi pour d'autres clients, je pense que c'est par respect pour les femmes qu'on devrait inclure tout le monde, et les hommes et les femmes, pour que personne ne se sente un peu exclu du discours. Donc, c'est mon approche et voilà, ça m'a un peu sensibilisée par rapport à cela. Et si je peux rajouter encore une petite information, je ne vais pas être trop longue. Donc, je suis mère de 2 enfants franco-slovaques, une fille et un garçon, qui font leurs études ici en France et on parle en franco-slovaque. Et j'ai remarqué, quand j'étais enfant, je ne me suis jamais rendu compte, mais même dans les manuels, on s'adresse toujours au masculin, à tous. Donc, je dis à ma fille, voilà, cette phrase...
voilà, c'est au masculin, mais tu peux bien la transformer pour que ça te convienne à toi. Donc voilà, c'est mon petite approche personnelle. Voilà, merci de m'avoir. Merci Fanny. Merci de votre attention et de vos questions. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là. On en a discuté avec Anne et Rouba et elles m'ont promis que c'était une réunion sans chat. Donc, ben oui, ça fait quand même 2 ans qu'on a des visios et des réunions avec le chat qui passe devant la caméra. Et aujourd'hui, c'est une réunion sans chat, donc on en profite. Donc, j'ai apporté un petit objet, une cage à oiseaux, pour présenter cette question donc du français inclusif. Le français est-il une langue libre? Alors c'est une jolie cage, mais c'est une cage. Ce que je vais vous proposer, en fait, c'est un voyage dans le temps. Et vous allez voir qu'on peut être et traductrice indépendante depuis une 20aine d'années et posséder une DeLorean. Parce que je vais vous faire voyager dans le temps. On va aller rendre visite à une dizaine de personnalités et en fin de présentation, 2 invités un peu surprises pour essayer d'éclairer cette question et cette liberté que l'on prend ou que l'on ne prend pas avec notre langue maternelle. Alors, petit sondage à main levée. Vous n'allez pas faire la sieste. Petit sondage à main levée sur cette première question. Donc là, ça s'affiche là, le français est-il une langue libre? Ça marche. Voilà, super. Comme ça, à brûle pour point. Qui pense que oui, le français est une langue libre? Ah oui, mais non, mais voilà, bien sûr, c'est quoi le français? Les Français, c'est quoi libre? Non, mais je vous vois venir. Je sais. C'est quoi une langue? C'est quoi le contexte? Voilà. On est bien d'accord. Et qui pense que non, le français n'est pas une langue libre? Bon, ben voilà, ça promet des débats et des questions intéressantes après. Alors, on programme pour commencer la DeLorean sur votre année de CE2. Le cours élémentaire 2e année, vous savez, c'est l'année du sourire édenté, on a les dents de lait qui tombent, donc ça fait un joli sourire. Mais c'est surtout l'année où on découvre de manière officielle, parce que c'est le ou la professeur des écoles qui l'explique de manière formelle, que le français l'emporte sur le masculin. Bon, c'était pour voir si vous suiviez. Que le masculin l'emporte sur le féminin. C'est bien, vous suivez. C'est évidemment, enfin je l'espère, pas toujours présenté de cette manière-là, un petit peu clivante, un petit peu provocante. En général, on dit que si le sujet est mixte ou composé, on va accorder au genre masculin. Donc voilà, ça recouvre la même réalité, mais c'est un petit peu moins provoquant. N'empêche que ça suscite quand même des réactions dans la classe de CE2. Il y a quand même un petit sentiment d'injustice. Et là, on va voir ces petites têtes à sourire édenté aller chercher dans leur imagination le plus grand chiffre auquel ils et elles peuvent penser. Mais même s'il y a 1 million de milliards de femmes et un homme, on dit « il » avec un S. Et là, la réponse tombe. Ouais, même s'il y a 10 millions de milliards d'hommes et de femmes, je vais y arriver, et un homme, on dit « il » avec un S. Donc voilà, c'est ce que Colline m'a ramené dans son année de CE2. Elle est plus grande aujourd'hui. Cette phrase qui avait été prise comme exemple pendant la journée d'école. Dans l'incendie, 3 petites filles et leur chat sont morts. Colline adore les chats. J'adore les chats. C'est pas la question. Mais quand même si c'est un chat, il l'emporte sur les petites filles. Et on pourrait le changer, on pourrait dire les 3 petites filles et le tabouret sont tombés. Eh bien, tomber, il va être au masculin. Même le tabouret l'emporte sur les petites filles. Et c'est cette injustice-là que ma fille me ramène à la maison.
et qui continue de l'habiter et qui continue de m'habiter, vous vous en doutez. Alors, on reprogramme la DeLorean et on atterrit sur la terrasse du château de Grignan, 16 février 1676, domaine de Madame de Sévigné, qui réside là en hiver parce qu'il fait quand même beaucoup moins froid qu'à Paris, qui ouvre sa porte-fenêtre et qui arpente la terrasse du château de Grignan, qui domine un petit peu les villages voisins. Le coucher du soleil est absolument magnifique, il fait très très beau, mais même à Grignan, il fait quand même un petit peu frais. Voilà, il fait un petit peu froid, elle grelotte, elle frissonne et elle rentre se mettre au chaud. Et la suite, c'est un de ses correspondants qui la relate dans une correspondance. Madame de Sévigné s'enquérant de ma santé, je lui dis, Madame, je suis malade. Je la suis aussi, me répond-elle. Madame, il me semble que, selon les règles de notre langue, vous devriez dire, je le suis aussi. Vous direz comme il vous plaira. Pour ma part, je croirais avoir de la barbe au menton si je disais autrement. À partir de là, deux possibilités. Soit Madame de Sévigné était une islamo-gauchiste, adepte de wokisme, et l'ignorait. Soit la volonté de nommer les femmes au féminin s'inscrit dans une longue tradition française. Je vous laisse le choix de votre réponse. Alors, il arrive qu'on reproche à l'écriture inclusive d'assassiner Molière. Donc, du coup, on va aller voir Racine qui survit. Et on va rappeler que les auteurs et les autrices de l'époque utilisaient plusieurs types d'accords. Bien sûr, coexistant avec l'accord du masculin qui l'emporte, il y avait d'autres types d'accords. Par exemple, l'accord de majorité, par exemple, l'accord de proximité, que Racine va utiliser jusqu'à la fin de sa vie, malgré la décision unilatérale et relativement injuste de l'Académie française entre-temps. Racine va appliquer l'accord de proximité jusqu'à la fin de sa vie dans toutes ses pièces. Donc cet accord, sur l'exemple assez courant que l'on retrouve fréquemment, permettait de dire les hommes et les femmes sont belles. On accorde belle avec femme parce que c'est le substantif le plus proche. Donc, évidemment, ça marche dans l'autre sens aussi. Les femmes et les hommes sont beaux. On accorde au substantif le plus proche. Et vous voyez qu'ici, dans cet extrait d'Iphigénie, est toute prête, hein, le troisième vers, ça désigne bien sûr la flamme, mais aussi le bandeau et le fer. Donc ça, c'est quelque chose que l'on pourrait aussi envisager de remettre en activité. Cet accord de proximité, il a été appliqué jusqu'à la Révolution, si on écoute les historiennes de la langue comme Éliane Viennot, jusqu'à la Révolution, vraiment de façon très courante, parce que les gens n'ont pas changé d'habitude linguistique du jour au lendemain à la décision de l'Académie française, et même jusqu'au début du XXe siècle, on le retrouve dans des documents grand public, et voilà, de manière assez courante. Et alors, je ne sais pas dans vos pratiques de traduction comment vous le rencontrez, mais il m'arrive souvent d'inverser deux substantifs de façon à rapprocher le substantif masculin de l'adjectif masculin qui suit, parce que c'est vrai que c'est un petit peu heurtant. Donc, c'est quand même un accord de bon sens que l'on ressent encore un petit peu spontanément, et je trouverais intéressant de le travailler, éventuellement d'envisager de le réactiver. Alors, que s'est-il passé en 1735 ? Eh bien, Louis XIII, le roi Louis XIII demande à son cardinal de ministre, Richelieu, de mettre un petit peu d'ordre dans le bouillonnement créatif de la période, en créant des sociétés savantes, donc des arts, de médecine et l'Académie française. L'Académie française, elle a vocation à réglementer, ordonner, je mets des guillemets à tout ça, la langue française. Elle a vocation, de manière un petit peu moins officielle, à créer un entre-soi, à créer une différence entre l'élite, bien sûr, la noblesse, et les manants et simples femmes, c'est extrait d'un texte de l'époque,
donc la population que l'on pourrait soupçonner de réfléchir un petit peu trop, parce que la langue permet de réfléchir, parce que la langue est un outil politique puissant et qui permet de poser ses idées, de les structurer et éventuellement d'être dans l'opposition. Donc l'Académie française, elle va avoir ce rôle-là aussi, en imposant un français d'Île-de-France, on parlait d'Angers, de Tours tout à l'heure, un peu centre de la France comme ça, on a une volonté d'harmoniser la langue. Alors Éliane Viennot, encore elle, je me réfère beaucoup à elle, explique qu'au départ, ce n'est pas vraiment une volonté d'effacer les langues régionales. C'est quelque chose qui va arriver par la suite, mais au départ, ça n'est pas intentionnel d'effacer les langues régionales. Il s'agit de trouver une langue commune, et en ça, c'est tout à fait louable. Alors, avant de passer à la diapo suivante, j'aimerais encore mobiliser vos biceps. Quand on apprend en CE2 à nommer les groupes mixtes au masculin, est-ce que, d'après vous, c'est parce que c'est comme ça en latin, c'est comme ça en allemand, parce que le français est la plus germanique des langues latines, ou c'est comme ça? C'est comme ça en latin, c'est comme ça en allemand, c'est comme ça. Allez, montrez-moi au petit doigt. C'est comme ça? C'est comme ça? Ouais. Oh. Pourquoi est-ce que le masculin l'emporte? Quelle est la justification de la règle « le masculin l'emporte » ? La règle en grammaire française, voilà. C'est la formulation qui est mauvaise. Alors, je suis bien d'accord, mais la réalité aussi. Donc, effectivement, c'est cette troisième proposition qui est la plus proche de la réalité, et on le voit donc dans les grammaires de Nicolas de Bauzet et Napoléon Landais, que vous pouvez consulter en ligne, hein, c'est sur Gallica, c'est la Bibliothèque nationale, c'est numérisé, donc il n'y a pas de... j'ai pas eu accès à des choses particulièrement confidentielles. Hein. Donc le genre masculin est réputé plus noble que les féminins à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Ah, il faut quand même l'entendre. Hein. Et puis donc 50 ans après... J'imagine que Napoléon Landais a dû se faire remonter les bretelles, soit par sa mère, sa copine, sa voisine, sa sœur. Donc c'est formulé de manière un petit peu moins clivante. La raison qu'on en donne est que le genre masculin est le genre le plus noble. Par conséquent, on doit lui donner la préférence. Donc il n'y a plus la comparaison avec la femme. Voilà. À peine plus acceptable. Alors, je vous propose de passer en revue quelques objections. Le masculin est neutre. Alors, grande révélation, aussi, j'ai mon scoop. En français, il n'y a pas de neutre. En français, on a, concernant les êtres humains, parce que le français inclusif ne concerne que les êtres humains, en français, on a un masculin pour nommer les hommes et un féminin pour nommer les femmes, à quelques exceptions près qui ne font que confirmer la règle, comme un témoin, une victime qui peut indifféremment désigner un homme ou une femme. D'une manière générale, le masculin désigne les hommes et le féminin désigne les femmes. Donc, le neutre, ben, je ne sais pas, moi, il n'existe pas pour moi en français. Hein. Il n'y a pas de neutre. Alors, souvent aussi, j'entends comme objection que c'était quand même comme ça en latin, et que déjà en latin, il y avait un neutre qui désignait des personnes, et que du coup, on a transposé ce neutre latin vers le masculin en français. Et en réalité, non, parce que le neutre en latin ne désigne toujours pas les êtres humains. Les deux exceptions, qui encore une fois confirment la règle, sont le nourrisson et l'esclave. Ce sont les 16 êtres humains nommés au neutre en latin, et on imagine bien, en se projetant dans la société de l'époque, que le nourrisson et l'esclave n'ont pas un statut d'être humain à part entière. Donc, voilà, c'était les seules exceptions en neutre. Autre objection que l'on entend aussi, le masculin inclut les femmes. Alors, ce qui est intéressant là, c'est d'aller chercher des études, et merci à Fanny, et j'espère qu'elle va continuer à nous donner d'autres recherches et d'autres études comme ça. Mais ce qui est intéressant,
c'est justement d'aller voir ce qui se passe du côté des recherches, de la recherche, et notamment, alors je vais prendre deux exemples pour illustrer ce que notre cerveau voit, entend et ce qu'on se projette sur notre écran mental à partir de cette affirmation du masculin qui inclurait les femmes. Donc je vais prendre une étude de 2007 menée par Marcus Brauer et Michael Landry qui chiffre l'importance de nommer au féminin. Ils ont interrogé aléatoirement des personnes dans l'espace public en leur demandant de citer leur héros et leur musicien préféré. D'accord ? Quel est votre héros préféré ? Quel est votre musicien préféré ? Dans ce premier cas, on a 15 à 25% des résultats qui sont des femmes, héroïnes ou musiciennes. D'accord ? Ils ont reposé la question à un échantillon en nommant au doublet. Quel est votre héros ou votre héroïne préférée ? Quel est votre musicien ou votre musicienne préférée ? Et là, le résultat des femmes citées dans les réponses passe à 40%. On passe de 15-25% à 40%. Donc oui, nommer les femmes au féminin donne à voir, donne à penser, projette une image mentale et ça a des répercussions sur toute la représentation que l'on se fait du monde. Deuxième exemple, Gygax et Zutphen à l'université de Fribourg en Suisse, qui donne donc les deux phrases. Alors, je vais prendre l'exemple là, mais ça c'est la deuxième. Donc, deux phrases et demande aux personnes volontaires si les deux phrases sont liées. Premier exemple, les musiciens sont sortis de la salle de concert sous la pluie. Un homme a sorti un parapluie. Et quand l'équipe de recherche demande aux bénévoles, aux volontaires, donc qui ont les électrodes, machin et tout, pour mesurer les temps de réaction du cerveau, du synapse et tout ça, est-ce que ces deux phrases sont liées ? Au masculin, un homme a sorti son parapluie, la réponse est oui, instantanément. Dans un deuxième temps, l'équipe de recherche pose les questions, les deux phrases, avec une femme a sorti un parapluie. Et là, le temps de réaction mesuré par les électrodes est beaucoup plus long. Alors, comme je suis une littéraire, j'ai plus les chiffres en tête, mais croyez-moi sur parole. Non, allez voir les études de Zutphen et Gygax. Le temps de réaction est beaucoup plus long. Pourquoi ? Eh bien, justement parce que notre cerveau se demande si ces musiciens, c'est un masculin générique ou si c'est un masculin masculin. Est-ce que la femme fait partie des musiciens ? Grammaticalement, ça pourrait. Ou est-ce que c'est une femme qui passait par là ? Grammaticalement, ça pourrait aussi. Donc, c'est là aussi où, du coup, notre cerveau, il va tracer des synapses, il va tracer des trajets les plus courts. Et on va aller au chemin le plus court. Et le chemin le plus court, c'est des hommes. Les musiciens, c'est des hommes. Donc voilà un petit peu l'influence de nommer. Alors ces études montrent qu'on interprète le masculin non pas comme un générique, mais comme se référant aux hommes. Et nous n'interprétons pas, ou très difficilement, là c'est la conclusion de Zutphen et Gygax, le masculin comme incluant les femmes. Alors pourquoi faire ? C'est vrai, en fait. Pourquoi on se complique la vie ? Pourquoi faire le français inclusif ? Pourquoi changer notre façon d'écrire ? Pourquoi changer notre façon de parler ? Pourquoi l'adopter ? Pourquoi parler des femmes au masculin, c'est dommageable ? Il y a plein de réponses à tout ça, et ma liste ne va pas être exhaustive, mais d'une part, on se prive de talent, parce que dès l'âge du collège et du lycée, les collégiens, collégiennes ne se projettent pas dans des professions qui sont très stéréotypées du sexe inverse. Et c'est autant de talents dont la société se prive. Ça entrave une reconnaissance en général. On est quand même dans un pays où il a fallu attendre Najat Vallaud-Belkacem, donc il n'y a pas très longtemps, au ministère de l'Éducation, pour avoir un premier texte d'autrice présenté au bac de français. Les femmes ont quand même écrit depuis un petit moment, c'est quand même dommage d'attendre aussi tard. Donc tout ça, ça participe de cet effacement un petit peu systémique. Ça entrave la reconnaissance en général.
Le sexisme, d'une manière plus large, au-delà de la langue, génère des écarts de salaire, des écarts de retraite. Et puis, moi, j'ai la conviction que nommer fait exister. Nommer fait exister, et ça, c'est quand même important, et ce qui n'est pas nommé, entre guillemets, n'existe pas. Donc voilà une illustration de ce qui est possible avec le conseil départemental composé de 54 conseillers départementaux. Donc, cette première phrase, je l'ai copié-collé sur un site web, sur un site internet. Et j'ai posé comme ça, rapidement, quelques propositions de manière à ne pas rester uniquement au masculin. Mais ce n'est pas tant la variété des solutions qui nous intéresse ici, c'est plutôt l'objection qu'on entend souvent sur l'écriture inclusive, c'est lourd. Parce que souvent, on ne voit que le point médian, ou on ne voit que la répétition, que la double flexion. Il faut rajouter un féminin, etc., etc. Or là, sur cette première phrase de départ, le conseil départemental est composé de 54 conseillers départementaux. On a quand même bien une répétition de conseil départemental et conseillers départementaux. Et ça n'a gêné personne. Ni la personne qui a écrit cette phrase, on va dire, ni personne relisant le site web et disant « Ah ouais, c'est un peu lourd ton truc là. En plus, un mot de 5 syllabes, tu le répètes 2 fois. » Donc, est-ce qu'il y aurait des lourdeurs admises et des lourdeurs non admises? Est-ce que quand il s'agit de faire une répétition pour nommer les femmes à côté des hommes, du féminin à côté du masculin, est-ce que là, tout d'un coup, ça deviendrait une vraie lourdeur vraiment insupportable? Et puis que d'autres, en fait, on est habitué, donc non, en fait, on veut nommer, c'est pour nommer. Et je le comprends. On nomme que les membres du conseil départemental sont des conseillers départementaux. Mais là, personne n'est choqué sur le fait que, punaise, on a 8 syllabes en plus, quoi. Voilà, donc, interrogeons-nous sur ce qu'est la lourdeur ou la joliesse des mots. Par conséquent, les petites filles dans l'incendie sont mortes et leurs petits chats aussi. On peut séparer les choses et les gens. Alors, on avance un petit peu avec la DeLorean et on arrive dans les années 80-90, où le gouvernement crée une commission de néologie et de féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions, qui est confiée à la ministre des Droits de la Femme, à l'époque, Yvette Roudy, qui, elle, travaille avec Benoît de Groult, j'ai oublié son prénom, Cerchiglini, et une équipe de linguistes qui vont donc réfléchir ensemble à cette volonté de nommer les femmes au féminin. De ces travaux est produit dans les années, alors je crois que la première version est de 1991, vous trouverez aussi le document en ligne, un document qui s'appelle « Femme, j'écris ton nom » et qui reste toujours vraiment de référence. D'une part, il recense toutes les façons de former les féminins et puis une liste exhaustive, il reste une liste exhaustive des noms de métiers, titres, grades et fonctions au féminin. Donc c'est toujours intéressant à avoir sous le coude quand on a un doute sur quelque chose. Et en préface de ce document, on lit qu'une femme exerçant les fonctions de directeur d'école porte depuis plus d'un siècle le titre de directrice, alors que la femme directrice d'administration centrale était encore il y a un an appelée Madame le directeur, atteste, s'il en était besoin, que la question de la féminisation des titres est symbolique et non linguistique. Il n'y a pas de problème technique en français à nommer les femmes au féminin. Les féminins existent. C'est une question d'habitude, ce n'est pas une question de langue. Autre objection qu'on entend souvent, l'écriture inclusive, c'est illisible. Alors, souvent cette objection-là, elle fait référence au point milieu. C'est vrai qu'abondance de points milieu nuit au point milieu. Il ne faut pas en abuser. La multiplication des points médians, ça peut effectivement rendre un texte difficile à lire, mais s'il est utilisé avec mesure et parcimonie, il n'est pas plus difficile à lire qu'une URL. Est-ce qu'on a arrêté d'utiliser Internet parce que il y a vraiment trop de hâte et de mots dièses et de barres de fractions 2 fois de suite? Non, voilà, bon, on s'habitue. On s'habitue. D'ailleurs,
Ouais, non, la moyenne d'âge, ça ne va pas forcément comprendre mon allusion, c'est pas grave, on le fait entre nous. Dans les années, il y a longtemps, à l'arrivée de l'arrobase, c'était pas un mot courant, c'est pas un mot qu'on connaissait. Donc on a entendu des arrobastes, des arrobasques, comme le pays, pardon ? Des acrobates, ah oui, excellent, des acrobates. Et alors, je ne vous parle même pas de tracer le signe. C'était mission impossible. Et on avait aussi des gens qui, très, très convaincus de leur connaissance informatique, nous disaient « Alors, mon adresse mail, c'est tout en minuscule. » Oui, d'accord. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus un sujet. D'accord ? Ni l'arrobase, ni le mot dièse et tout ça. Donc, en moins de 20 ans, on a complètement intégré tout ça et c'est devenu plus un sujet. Et quand je vois le chemin parcouru par le français inclusif qui a été, on va dire, repropulsé sur le devant de la scène depuis 2015-2016, moi je fais le pari que d'ici 5 ans, ça fera partie des compétences de base pour les métiers de l'écrit. Il faudra savoir le maîtriser. Donc oui, certains féminins peu usités peuvent sembler un petit peu bizarres au début quand on commence à les utiliser. J'aime bien prendre l'exemple de sapeuse-pompière qui a un petit peu de mal à s'installer. Est-ce que sapeuse-pompière a du mal à s'installer parce que c'est un féminin rare ou est-ce que c'est parce que la profession joue avec des codes de virilité un petit peu accentués ? Je ne sais pas, peut-être un peu des deux. Voilà. Donc en tout cas, en utilisant les féminins ou les mots un petit peu rares, eh bien, ils font partie de l'usage. Donc idem pour la question de la lourdeur. Qu'est-ce qui est vraiment lourd ? Je reprends mon exemple de tout à l'heure et qui peut répondre à la question de Françoise Julliard, c'est ça, tout à l'heure, ou à la question qui était posée par rapport au sous-titrage. La rédaction épicène, donc là on revient pas simplement avec le point milieu, mais la rédaction épicène avec un terme épicène peut être beaucoup plus courte que l'expression, la formulation au masculin. Si on remplace les conseillers départementaux par des membres, on gagne plein de caractères. Et on nomme tout le monde. Voilà, donc votre mission, sauvez-les toutes. Cette mission vous permettra de sauver les 3 petites filles, non pas de l'incendie, mais du sexisme. Alors, j'ai pas d'intérêt direct dans ces 2 publications, mais si vous voulez vous intéresser à la liberté que l'on peut prendre avec notre langue maternelle, je vous invite évidemment à suivre les travaux de Maria Candéa et Laëlia Véron. Le français est à nous, petit manuel d'émancipation linguistique, le podcast Parler comme jamais et les chroniques sur France Inter sur le même sujet. Et puis bien sûr, Eliane Viennot, son site internet et ses livres. Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. J'ai dit en bon sens cette fois-ci, vous avez vu ? Alors, je vous avais promis 2 invités surprises avant de clôturer tout ça. Bien sûr qu'il y a le point médian, Alt 0183. Ne lui demandez pas l'impossible. Il est juste là pour abréger un doublet long, mécanicien et mécanicienne, quand on n'a pas la place, quand on n'a vraiment pas la place pour l'écrire au long. Il va juste servir à ça. Ne lui demandez pas autre chose. Ne collez pas à toutes les sauces. C'est pas son but. Il vient juste abréger, de même que M. abrège monsieur. C'est tout. Il n'a pas d'autre fonction. Et puis, alors, deuxième invité surprise, à mon sens, c'est l'usage, qui est toujours en amont des dictionnaires et des grammaires. L'usage est... c'est ce qu'on fait, nous, de la langue. C'est comment on s'approprie la langue, en fait. Et c'est hyper important, on l'a vu pendant la pandémie, le nombre de néologismes qui ont été créés pendant la pandémie. Il n'était pas question de vaccinodrome il y a 3 ans. On a été confinés, reconfinés, déconfinés. Ce sont des termes qui ont changé d'acception et ça n'a choqué personne. On l'a parfaitement intégré, ça n'a pas posé de soucis. Donc voilà, faites confiance à l'usage. Et j'en arrive à la conclusion. Donc, en résumé, Madame de Sévigné n'était pas une femme à barbe. L'écriture inclusive n'assassine ni Molière ni Racine.
le féminin existe en français, votre mission est possible. Merci Isabelle. Symboliquement, je l'ouvre, ma cage est oisie. Y a-t-il des questions? Bon, d'abord, merci, c'est absolument captivant. Ah oui, mais il faut peut-être l'autre... Je me déplace. Merci, parce que c'était absolument captivant. Cela dit, l'accord de proximité. L'accord de proximité, ça ne peut pas marcher, parce que vous avez en genre, mais vous avez en nombre. Son père et sa mère sont mortes. Ça fonctionne mal. Et si en plus on met le S, parce que ça serait... Bon, on enlève le S, parce que l'accord de proximité, c'est l'accord de proximité, ça ne marche pas du tout. Bon. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas quand vous dites son père et sa mère sont mortes? Pourquoi ça fonctionne? C'est un accord de proximité. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? On se demande qui est mort. Est-ce qu'ils sont morts tous les deux? Sont mortes, si c'est au singulier, ça ne marche pas. Et à partir du moment où c'est l'accord de proximité, on est obligé de faire en nombre. Oui. Pardon. Si on veut dire que c'est uniquement la mère qui est morte, on ne s'embarrasse pas de dire son père et sa mère... enfin, on dirait sa mère est morte. Donc si on a envie de dire que les deux sont morts et qu'on précise... Je ne vois pas où est le problème. Enfin, là, il y a une déduction logique qui nous... Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'accord de proximité ne fonctionne pas. Moi, j'ai été enfant dans les années 50. Je n'ai pas appris le masculin l'emporte sur le féminin. J'ai appris que le masculin était indéfini et que c'était pour ça qu'on employait le masculin quand c'était indéfini. Et j'en avais au contraire déduit que nous autres, du genre féminin, c'était beaucoup plus important puisqu'il fallait préciser. Et que quand c'était tout le monde... C'était le masculin, voilà comment je le ressentais en 50. Mais ça a changé beaucoup, et en fait ça fluctue, voilà. Mais cela dit, tout ce que vous avez dit, tout à fait vrai, ça y a beaucoup. Bon, par moments j'avais envie d'intervenir, mais c'est tout à fait intéressant. Voilà, je ne veux pas accaparer, parce que certainement il y en a d'autres qui veulent réagir. Alors, en ligne, j'ai deux remarques sur la même remarque, mais qui concerne le portugais et l'italien. Alors on me dit que c'est un peu moins courant en portugais, mais il y a un accord de proximité en italien et en portugais, moins courant en portugais, en italien ce serait encore régulier. Voilà. J'ai dit accord de proximité. Ah, du nombre, alors je ne sais pas, j'attends les retours en ligne. Comment on fait pour l'accord de proximité quand il faut aussi accorder en nombre ? Et pour l'italien, c'est disputé visiblement. Moi, je ne parle pas italien, donc peut-être que ça dépend des régions. Je ne m'immiscerai pas dans ce débat. Là, déjà, avec le français, c'est suffisant. Moi, ce que j'entends là, c'est qu'on trouve toujours une bonne raison pour empêcher aux femmes d'apparaître dans la langue. Et ça, je trouve ça très dommageable. Je trouve qu'il vaut mieux plutôt chercher des solutions et pas s'arrêter à de simples règles, mais essayer de jouer avec la langue pour trouver des solutions qui permettent à toutes et à tous d'être représentés par les mots. Je ne peux pas m'empêcher d'intervenir parce que Fanny saura très bien pourquoi. C'est un sujet qui me passionne pour différentes raisons et je remercie beaucoup Isabelle Meurville pour cet exposé aussi informé que fort hautement pédagogique. Merci beaucoup. Je voulais attirer l'attention sur l'importance de l'usage et de l'appropriation de la langue par les locuteurs et locutrices à travers deux exemples. Un premier qui est un témoignage qui me vient de ma fille, qui est une source inépuisable d'observation, en particulier parce qu'elle est autiste et que sa vision décalée du monde interroge énormément. Lorsqu'on a tenté de lui apprendre l'accord du participe passé, elle buguait vraiment sur varie en genre et en nombre. Elle buguait, vraiment. Et j'ai fini par comprendre qu'elle buguait parce que ça ne variait pas au masculin. Ça variait en genre au féminin, mais au masculin, c'était la forme par défaut.
Et pour elle, ce n'était pas logique. Elle s'exprime toujours en inclusif, elle dit toujours elle dédouble toujours en fait, parce que pour elle c'est logique en fait, elle se pose même pas la question. Et je pense que c'est sa vision neuroatypique en fait qui fait qu'elle n'a pas les mêmes cases, les mêmes cages que nous. Ma deuxième observation porte sur nos élèves à l'ESIT, nos étudiants et étudiantes, il suffit de les voir vivre, de les observer et de les écouter pour se rendre compte qu'il y a une véritable envie de changer le carcan de la langue pour exprimer de nouvelles réalités, comme les réalités de genre, par exemple. J'ai donné cette semaine mon premier cours de traduction générale. Je leur ai parlé d'écriture inclusive en leur donnant un certain nombre de références. Ils se sont engouffrés, ils et elles se sont engouffrés dans ces références. Et tout de suite, puisque je leur ai dit qu'idéalement, j'aimerais qu'ils rédigent leurs devoirs en écriture inclusive, des mains se sont levées. Est-ce qu'on peut utiliser des néologismes comme nouvello? Est-ce qu'on peut dire tous, etc. Je leur ai dit, tentez le coup, mais d'abord négociez aussi avec les personnes à qui vous adressez vos devoirs. Tout cela pour dire qu'on accepte finalement, comme il a été mentionné, qu'on utilise des néologismes pour des réalités technologiques, des réalités sanitaires. Mais dès qu'il s'agit de réalités sociétales qui correspondent à un véritable besoin, on est beaucoup plus réticente. Donc on devrait s'interroger en fait sur cette réticence, alors qu'en réalité il y a un véritable besoin qui est exprimé. Et ce besoin-là, on ne l'entend pas assez. Troisième petite observation à propos de l'Académie française. Lorsqu'il a été question de féminisation, rappelez-vous à un moment donné que l'argument esthétique a été évoqué pour réfuter le nom autrice. Que l'argument c'était de dire que c'était laid. Alors que, d'une part, c'est vraiment un jugement de valeur, mais qui est dénué de tout fondement, surtout pour une institution qui est supposée avoir une autorité, alors même que autrice était répandue en Suisse. Je veux dire, de quel droit une institution juge de l'esthétisme d'un terme qui est en usage dans un des pays de la francophonie, et de présenter cela comme un néologisme, alors que c'est un mot qui vient du latin autrix, qui est utilisé depuis le Moyen-Âge. C'est vraiment, excusez-moi, mais je trouve ça vraiment très fallacieux. Donc il y a énormément d'arguments qui sont posés comme des arguments d'autorité et qui reposent sur des bases extrêmement fallacieuses. Donc forcément, le débat est idéologique, mais en même temps, on en revient à l'usage. Il y a un besoin d'exprimer le monde dans lequel nous vivons d'une manière différente. Et ce besoin, je pense que nous sommes habilités à l'écouter au minimum et à lui proposer des solutions qui lui permettent de s'exprimer. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cette excellente présentation. C'était vraiment extrêmement intéressant et stimulant. Merci. Merci. Alors moi, je voulais rebondir, c'est pas vraiment des questions, c'est plus des remarques ou des ajouts. Je voulais rebondir sur la question de l'accord de proximité. L'accord de proximité, il peut se faire en genre et en nombre. Il n'y a pas de problème avec ça. Et j'ai d'ailleurs trouvé un exemple que j'ai trouvé très intéressant, que j'ai utilisé dans mon mémoire. Je me suis dit, toutes celles et ceux, c'est un accord de proximité. Donc j'ai googlé toutes celles et ceux, entre guillemets. Et l'exemple que j'ai trouvé et que j'ai utilisé dans mon mémoire n'est pas moins qu'un tweet de notre cher président Emmanuel Macron. Et donc même le président de la France fait des accords de proximité sur Twitter. Si. Non, l'accord toutes celles et ceux est un accord de proximité. Tout est accordé avec le féminin pluriel, celle. Ça vous gêne moins parce que c'est habituel, parce qu'on l'entend. Je crois que le sujet est vraiment passionnant et comme l'a dit Isabelle, soulève des choses qui sont en deçà, au-delà, je ne sais pas comment il faut le dire, des arguments purement scientifiques. Donc je propose de laisser Fanny, de laisser chacun et chacune finir son idée, s'exprimer, et puis je suis sûre que le dialogue se poursuivra à la pause et après. Non, il n'y a pas de problème, c'est juste pour qu'on puisse cadrer un tout petit peu les choses. Donc Fanny, tu termines. On a une question là-bas, donc je crois que c'était Caroline, je pense. Voilà, on va la prendre. Ensuite, on fera une pause et on se calme les esprits.
Non, je voulais pas du tout relancer le débat, je veux simplement donner un exemple qui pour moi en est un. Il y avait une autre un petit ajout que je voulais faire. En fait, Isabelle t'a dit que le point médian servait simplement à abréger des doublés féminins et masculins. Le point médian, il sert aussi dans un autre contexte, qui est celui de la dénomination des genres en dehors de la binarité. Et c'est peut-être aussi pour ça que y a un petit peu de confusion parfois autour de son emploi, de sa signification. Le point médian, il peut être employé pour désigner les personnes non binaires quand on a besoin d'accorder un adjectif, par exemple. Voilà, c'était juste une précision. Il y a un autre volet du langage inclusif. Moi, j'avais plutôt une question. C'est pas vraiment une question, c'est une remarque, parce que de toute façon, de toute évidence, je n'aurai pas la réponse à ma remarque ni à la question. On est tous ici pour réfléchir. Isabelle a cité à juste titre « nommer fait exister ». Je pense que c'est vraiment une des phrases qu'il faudra retenir cet après-midi. Alors, une remarque un peu provocatrice à l'attention de Fanny. Dans la présentation des résultats, il était fait mention de répondants féminins, de répondants non binaires. Et pour trouver le pourcentage de répondants masculins, je pense qu'il fallait faire le calcul parce que l'adjectif masculin était omis. Donc je ne sais pas si c'était volontaire ou pas. Oui, c'était volontaire. Donc j'ai bien... j'ai bien non, je tenais quand même à le signaler. Étant maman d'un petit garçon, je trouvais triste d'évacuer facilement les messieurs des sondages. Et toujours en écho à nommer fait exister, depuis ce matin, il a été question de traducteur. Le néologisme à plusieurs reprises été cité. Dans ma maison des métiers de la traduction et de l'interprétation, bien évidemment, j'ai volontairement évacué le métier de traducteur. Interprète, on est dans la neutralité, c'est tout de même plus aisé. Il a été également dit, on a été appelé traductrice. Je crois que c'est un nouveau néologisme qui commence à être répété. Et mon interrogation aujourd'hui est la suivante, parce qu'on a vu que nous avions, professionnels de traduction et de l'interprétation, des petits soucis de visibilité. Et c'est vrai qu'à force de se chercher, à force de vouloir se nommer, on finit par plus se nommer véritablement, à perdre en identité et également en visibilité. Alors après, j'ai toujours pas la solution. Peut-être qu'on a des futurs traducteurs, futures traductrices qui, eux, sont plus jeunes et ont déjà une vision de qui on sera, comment on nous nommera et comment la population, par l'usage, nous représentera et nous entendra. J'ai pas la réponse, mais je suis ouverte à toute proposition. Si après une dizaine de siècles de traducteurs, on n'a pas de visibilité, c'est peut-être le moment d'essayer un autre mot.